On a tous un animé qui nous a traumatisés. On s'attendait à voir quelque chose de sympa, comme du shonen, de la baston, parfois quelque chose d'un peu plus exotique, mais là non, c'était cauchemardesque et ce visionnage nous a marqué à vie. Et bien pour Halloween, avec Saito de la chaîne Horror Trash, on a décidé de vous conter nos vrais traumatismes avec l'animation japonaise. Enroulez-vous dans votre couette, savourez une tasse de chocolat chaud et laissez la lumière allumée, car on va vous faire frissonner. Pourquoi l'animé Matrix m'a traumatisé? J'ai jamais eu trop de mal avec l'horreur. Les zombies, les monstres, les jumpscares, tout ça, ça me fascine. J'adore Lovecraft, Miura, Junji Ito, des maîtres de l'horreur qui m'ont donné plusieurs de mes œuvres préférées. Mais il y en a un que je ne peux juste pas voir. Animatrix. Comment ça? Alors Matrix c'est un film, c'est pas Cinématrash ici, hein. Alors oui, mais déjà la trilogie des Wachowski est largement inspirée des classiques de l'animation japonaise comme Akira ou Ghost in the Shell. Des designs des personnages aux décors renversants, on sent tout l'amour des réalisatrices passionnées par la science-fiction cyberpunk des années 80 et 90. Elles aiment tellement l'animation qu'après l'énorme succès du premier film, elles s'associent avec 7 des plus grands animateurs de l'industrie pour créer Animatrix. 9 courts-métrages qui développent leur univers. Une pure folie. Chaque segment a sa propre patte. Le papa de Cowboy Bebop part dans une expérience tout au crayon pendant que le réalisateur de Red Lines fait une masterclass de perspective sur un coureur olympique. De la 3D, des expérimentations visuelles, une vraie pépite pour tout fan d'animation. Et pourtant, encore aujourd'hui, je ne peux plus le revoir. C'est à cause du deuxième court-métrage, La Seconde Renaissance. Des mains du fondateur du studio Gonzo, ça raconte le prélude de Matrix, la chute de l'humanité. Au début, tout va bien. Les humains prospèrent et utilisent les robots comme serviteurs. Mais chaque jour, ils deviennent de plus en plus vaniteux, sans aucun respect pour ceux qui assurent leurs besoins. Jusqu'au jour où l'un d'entre eux se rebelle. Cette scène, je l'ai vue à 5 ans. Bien trop jeune, j'aurais dû courir me cacher, éteindre le téléviseur, mais entre l'horreur et la fascination, j'ai gardé les yeux ouverts. À partir de là, tout empire. La tension monte entre les humains et les robots, ces derniers se font attaquer et détruire dans des scènes glaçantes. Celle-ci, une femme androïde se fait tabasser, elle hurle « Non, s'il vous plaît !» dans une voix de plus en plus dissonante. Son dernier râle grotesque avant qu'on la mette à mort. Encore aujourd'hui, elle me paralyse de peur. Les robots commencent à se défendre, ils s'organisent, créent leur propre nation, développent de nouvelles armes, la guerre éclate. Rapidement, les humains sont submergés. Leur dernière chance, recouvrir complètement le ciel pour priver les machines du soleil, leur principale source d'énergie. Une erreur fatale. Tout n'est maintenant plus que tuerie et chaos. Sous des nuages noirs, des visions cauchemardesques s'enchaînent. Les hommes, autrefois arrogants, ne sont plus que désespoir, de la chair à canon, impuissants devant la force des machines. Peu d'œuvres arrivent à vraiment retranscrire l'apocalypse, mais là, ces couleurs ravagées, ces visages déjà morts, et cet androïde sur son cheval de bataille qui souffle la trompette annonçant la fin des temps, c'est plus que réel. Les machines finissent par gagner, et sans soleil, elles se tournent vers une nouvelle source d'énergie, les humains. Réduits en esclavage, nous ne sommes plus que des simples cobayes mutilés, placés dans des cocons pour produire de l'électricité. La scène du film où Neo se réveille était déjà très graphique, mais là, on comprend toute l'étendue de l'horreur de la matrice, sa terrible immensité et les océans de cadavres sur laquelle elle repose. Le dernier plan est sur un enfant, à peu près l'âge que j'avais à l'époque. Il court au milieu des ruines, son père et sa mère l'attendent, il vient vers eux, mais ce ne sont pas ses parents. L'innocence n'a plus sa place. Le monde est devenu froid, comme l'acier qui enferme maintenant les derniers survivants de la race humaine. Ces images, elles sont marquées à l'encre indélébile dans mon esprit. Je me rappelle des longs moments, seul, que je passais à réfléchir à quoi faire si jamais ça arrivait pour de vrai. Ça m'a pris des années avant de ne plus avoir peur du noir. Pourquoi Princesse Mononoke m'a traumatisé? On est au début des années 2000, j'ai même pas 10 ans et ma marraine arrive hyper joyeuse, elle a un cadeau pour moi. Un dessin animé, japonais en plus, Princesse Mononoke. Dans ma famille, personne connaît. Les Ghibli, ça commence tout juste à percer en France. Il y a eu Porco Rosso en 95 et Totoro en 98, mais Princesse Mononoke, c'est le premier gros succès dans l'Hexagone. Quasiment 700 000 entrées. Cet après-midi-là, je n'ai pas pu terminer le film. J'ai passé tout mon temps les yeux écarquillés ou cachés derrière un coussin, ça m'a laissé de vraies phobies encore très présentes. Et avant aujourd'hui, je n'avais jamais osé le re-regarder. Ça s'ouvre sur l'attaque d'un village par un monstre, un sanglier géant empoisonné par un mal inconnu qui l'a rendu maléfique. Il aurait pu juste avoir une aura sombre, hein, mais non, des milliers de vers qui rampent partout sur sa peau, comme animés par une volonté propre, laissant derrière eux une traînée de sang corrompu.
début. Le héros, Ashitaka, s'en débarrasse plutôt facilement dans un combat qui ressemble plus à l'exécution d'un animal malade qu'autre chose. Et la créature, mourante, insulte les humains avant de fondre, ne laissant que son squelette. Malheureusement, le simple fait d'avoir été en contact avec elle a aussi contaminé Ashitaka, lui laissant ses traces violacées sur le corps. Et cette maladie, il va en mourir. Ce truc qu'il va se traîner tout le long du film, j'en fais encore des grimaces en le voyant. Régulièrement, quand il s'apprête à se battre par exemple, son corps se met à grouiller comme si un insecte avait pondu sous sa peau et que ses œufs venaient d'éclore. Vous commencez à comprendre mon problème avec ce film. Je l'ai vu trop jeune, c'est un vrai trauma d'enfant. Mais la pire scène, celle qui à l'époque m'a retourné l'estomac et m'a empêché de terminer le film, elle se trouve à la fin. Pour vous résumer, en gros les humains et les sangliers s'affrontent dans une énorme guerre ouverte. Sauf que, pas de bol, les humains ont des armes à feu. C'est un vrai massacre. Les cadavres d'animaux recouvrent le champ de bataille. Le seul rescapé de son espèce, c'est Okoto, le chef des sangliers. Mais il est aux portes de la mort, le corps en charpie, ensanglanté, criblé de balles. Aidé de Mononoke, une alliée des bêtes sauvages, il tente de rejoindre un sanctuaire au centre de la forêt. Mais ses forces l'abandonnent. Il trébuche, a le regard vide, le souffle court, il se laisse dépérir. Soudain, il voit au loin ses guerriers tomber au combat. On sait pas comment, mais ils sont revenus à la vie, ils vont pouvoir défendre la forêt. Ça redonne une dernière poussée d'énergie aux sangliers blancs qui s'élancent. Sauf que ce ne sont pas ses soldats, mais des humains qui ont enfilé leur carcasse pour le tromper. Déjà, la scène est à vous crever le cœur. Il y a 10 secondes, il pensait que son espèce avait été annihilée. Mais ça devient juste abominable quand Okoto s'effondre à nouveau, que les cadavres ambulants se jettent dessus et lui font cracher du sang. Et alors que Mononoke tente de les repousser, il se passe ça. Des centaines de tentacules ensanglantés lui poussent sur le corps jusqu'à le recouvrir entièrement. On a le droit à des gros plans avec la peau du visage qui s'ouvre pour les laisser sortir. Et le sanglier qui hurle à la mort pendant qu'on a des vieux bruits de chair humide en arrière-plan. Même après l'avoir vu 10 fois, je dois plisser les yeux pour regarder. Franchement, cette scène m'a tellement marqué que si vous m'aviez demandé il y a quelques jours de vous faire un résumé du film, j'aurais juste dit des animaux qui pissent le sang avec des tentacules qui leur sortent du corps. Et rien d'étonnant, depuis que je l'ai vu, j'ai une peur maladive de tous ces trucs-là. Les choses moisies qui grouillent de verre, les insectes qui pondent sous la peau, la chair pourrie, je vous jure, rien que d'y penser, j'ai des hauts le cœur. Mais la vérité, c'est qu'à part ces passages en particulier, j'ai adoré le film. Et je suis franchement content de m'être forcé à le re-regarder. Parce que j'aime beaucoup les autres films de Miyazaki que j'ai vus à un âge plus raisonnable. Ça aurait été dommage d'être fâché avec celui-là. Mais surtout parce qu'il traite des sujets aussi banals que le progrès, le respect des traditions, le pouvoir et ses responsabilités avec beaucoup de finesse. C'est un film dans lequel personne n'a vraiment tort. Tous les personnages cherchent un moyen de protéger ceux qui leur sont chers. Ils le font avec hargne, se battent pour leurs convictions, souvent au détriment des autres, mais je crois qu'ils combattent surtout leur propre destin. Ça m'empêchera pas d'hurler de panique la prochaine fois que je vois un être vivant avec la peau nécrosée, bouffée par les vers, mais c'est la preuve qu'avec le temps, notre vision ne s'arrête jamais d'évoluer. Qui sait, je suis peut-être passé à côté d'autres superbes histoires parce que j'étais pas encore prêt à les regarder. Pourquoi Devilman Crybaby m'a traumatisé? L'amour n'existe pas. Il n'y a donc aucune tristesse. Du moins, c'est ce que je croyais. Devilman Crybaby est là pour te faire souffrir, c'est comme ça qu'il a révolutionné ma façon de voir des animés. On nous raconte l'histoire d'Akira, un jeune homme très empathique et renfermé sur lui-même, hébergé par des amis de sa famille, ses parents travaillant constamment à l'étranger. En suivant son meilleur ami, Ryo, il se retrouve possédé par un démon mais n'en perd pas pour autant son cœur d'homme. Gagnant là des pouvoirs démoniaques, il tente de protéger l'humanité avec. L'animé est visuellement singulier, pas fait pour être un chef-d'œuvre graphique, mais là pour nous prendre aux tripes. Des larmes sur un écran ou des traces de sang sur le sol, ce sont ces éléments-là qui seront les plus détaillés. L'important ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce que la situation nous fait ressentir. Une philosophie qui s'applique parfaitement au Sabbat, moment de la série où une jeunesse dépravée invoque malgré elle des démons via tous ses excès. La musique devient extrêmement forte, les basses sont exagérées, des filles en petite tenue, voire sans tenue du tout, tous les tabous y sont là brisés, et c'est ici qu'est mon premier traumatisme avec Devilman. L'apparition des démons est diabolique, on est complètement dans le body horror avec de la distorsion des corps, pas présent pour seulement
seulement choquer, mais surtout pour porter le propos. La série nous démontrera que les monstres les plus violents et les plus cruels ne sont pas les démons, mais plutôt les humains. Akira échoue à sa mission et l'humanité se fait progressivement contaminée par des démons. Malheureusement, son petit frère commence à en devenir un, et c'est sa mère de substitution qui le remarquera en tentant de le sauver grâce à la religion et en s'isolant avec lui dans un camp de réfugiés. Le père, paniqué, fera tout pour les retrouver. Pour les localiser, il appelle son fils au téléphone avec une sonnerie qui sera le remix de l'opening de la première adaptation de Devilman au Japon. Jusque-là, la musique était utilisée pour appuyer un changement capital dans l'évolution d'Akira, et juste avec ça, l'anime nous prépare à ce qui arrive. Cette scène est juste incroyablement poignante de par sa sobriété. On découvre avec un père de famille son fils démonifié qui dévore lentement sa propre mère. Il la mange avec tellement de précaution qu'il n'y a aucune goutte de sang aux alentours. On sent que le fils l'aime profondément, on sent qu'il est rempli de culpabilité quand son père le découvre, car après tout, il n'y peut rien. Il subit la situation autant que lui, et ils fondront tous les deux en larmes. Les détails les plus horribles qui m'ont vraiment marqué sont les réflexes post-mortem des jambes de la maman quand elle se fait dévorer. Les cris du père tentant de renier son fils pour abattre le démon résonnent encore dans ma tête, une intensité que j'ai rarement retrouvée dans un doublage encore aujourd'hui. Et malheureusement, l'armée sera attirée par les cris et va régler le problème en abattant la petite famille, sous les cris de douleur d'Akira qui venait pour les sauver. Il ne peut qu'emporter leurs restes pour leur octroyer une sépulture décente, un démon qui enterre les morts à un moment de l'anime où les humains laissent les cadavres pourrir au soleil. Ça signe définitivement la déchéance de l'humanité. La vie d'Akira s'effondre lorsqu'une horde avide de sang va incendier sa maison et dépecer celle qu'il aime, détruisant définitivement sa pitié pour l'être humain, faisant ses premières victimes civiles en les traitant de véritables démons. L'humanité est annihilée dans l'épisode 10 et ses derniers représentants sont des gens ayant réussi comme Akira à dompter leurs démons intérieurs. Ils formeront une ultime légion menée par Akira, le héros, leur champion, pour vaincre son ancien ami Ryo, véritable instigateur de tout ça qui se cache en réalité sous les traits de Satan. Et très franchement, on sait déjà qu'Akira va perdre ce combat, mais ce n'est pas son objectif. Il cherche certes à se venger, mais ce n'est qu'une étape pour ouvrir les yeux à son ancien ami, l'éveiller à ce qui fait toute la grandeur de l'humanité. Et malheureusement, la seule fois où Akira se laisse submerger par sa rage sera la seule fois où il perdra un combat. Combat qui prendra fin sur un plan des deux amis discutant sur la falaise où ils se sont rencontrés enfants, avant de ne réaliser que ce rocher est en fait le seul restant sur Terre, et que ce qui accompagne Ryo n'est en fait que le torse d'Akira. Il a offert la Terre aux démons, mais il a surtout perdu la seule chose qui comptait pour lui, le seul ami qu'il ait jamais eu. C'est encore plus poignant quand on sait que dans le manga original, il éprouvait des sentiments pour lui. L'anime prend fin sur un Ryo qui nous montre que même le diable peut pleurer, seul sur son rocher, alors que Dieu purifie la Terre des démons avec un bombardement orbital. Après le dernier générique, on verra une Terre régénérée des millions d'années plus tard, concluant sur une petite morale écologique, comme quoi peu importe à quel point on peut la ravager, notre planète nous survivra toujours. Je manque de mots pour exprimer à quel point toute la mise en scène de l'anime nous communique sa morale et ses idées, c'est littéralement ça qui m'a poussé à regarder Devilman Crybaby plus de 20 fois. Et à chaque fois, je découvre un détail en plus, une analyse différente, une nouvelle réflexion. C'est à mes yeux l'anime qui colle le plus à ce qu'est l'art avec un grand A, tant il joue avec notre perception et nos interprétations. Car quand on parle d'animés qui nous ont traumatisés, on parle de choc émotionnel violent, d'un coup de poing en plein visage qu'on aurait reçu à travers notre écran. C'est ce que j'ai ressenti lors de mes tout premiers visionnages de Devilman Crybaby, un choc si puissant qu'il a changé ma façon de consommer l'animation japonaise. Il y a assez peu d'animés qui font peur. La plupart sont au mieux passables, sinon très mauvais. Pourtant, l'animation avec sa patte, son rythme, sa mise en scène a le pouvoir de nous faire ressentir des émotions fortes. C'est pas juste des dessins, ça façonne notre âme. Pour le meilleur comme pour le pire, Mononoke a façonné la mienne. Si un animé nous fait peur, c'est qu'il appuie sur nos cordes sensibles. C'est une manière d'en apprendre plus sur nous-mêmes, de voir qui on est vraiment à l'intérieur. C'est pour ça que même s'il m'a longtemps empêché de dormir, aujourd'hui je ne regrette pas d'avoir vu Animatrix. Grâce à lui, j'ai découvert la puissance des images et ma fascination pour l'animation. Il ne faut pas fuir ce qui nous fait peur, car c'est ça qui nous rend plus forts.